C'est pas le CHU, ça, c'est pas un CHU. C'est pas un CHU. Parce que l'hôpital, c'est pas le bâtiment. Lorsqu'on parle d'un hôpital, c'est pas le bâtiment. Le contenu. C'est tout un complexe. Je l'appelais complexe universitaire. Ouais. Le CHU n'est plus un établissement public. Il faut le refaire, comme dit le professeur. Mais avec qui? Avec quel type d'homme? Qui va mener le projet? Dans tous les cas, je mets l'accent sur l'environnement. Il faut les hommes pour porter les projets. Mais pas les hommes qui viennent, qui utilisent les projets pour s'enrichir. Parce que le terrain du CHU avec l'université part du service de psychiatrie en longeant les sapeurs-pompiers, en passant par les rails et en remontant du côté de l'école. Bien sûr. Les prédateurs ont pris une partie. Des individus ont construit sur le domaine de l'État. Les biens de l'État sont inaliénables. Comment est-ce que l'État peut indemniser les gens qui ont construit de manière indue sur son terroir? Regardez, un pays qui n'a plus d'élite est un pays à la dérive. Ce sont les élites qui disent attention, stop, là ce n'est pas bon, faisons ceci. Là c'est bon, continuons. Bonjour et bonsoir, mesdames et messieurs, amis de Marc Bazar, fidèles à la chaîne de prédilection, comme j'aime le dire, la chaîne du bassin du Congo, la DRTV. Merci une fois de plus de votre fidélité à nos échanges. Cet échange d'aujourd'hui qui va porter, en tout cas, sur le système sanitaire congolais, plus précisément le CHU, le déclic. Il faut dire que depuis toujours, comme nous le suivons, le chef de l'État s'évertue toujours, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, s'évertue toujours dans ses politiques à rechercher, en tout cas, le bien-être en matière de santé. Récemment, dans l'ancien programme de société, il avait eu à présenter aux Congolais la construction de pas mal d'édifices dans ce domaine sanitaire. Nous avons appelé cela les hôpitaux. Il arrive que nous nous interrogeons, en tout cas au regard de la santé de ce système, en tout cas là où nous allons. Nous écoutons les Congolais, nous écoutons les spécialistes en la matière, mais une interrogation reste à être posée, en tout cas. Quel est le niveau donc de la santé de notre pays, du système sanitaire de notre pays, à entendre les Congolais? Et avec ce grand mastodonte, le CHU, je vais dire, l'hôpital général de l'époque, qui est encore en souffrance parce que tous nous y allons. Et à l'époque, on se disait aller au CHU, c'est trouver la santé. Mais aujourd'hui, le CHU, il faut le reconnaître, rien que les bâtisses vous prouvent à suffisance que cet hôpital est miné de tous les problèmes du monde, au point où certains arrivent à dire, certains Congolais, aller au CHU, c'est mourir. Et ils ont peur, ils fréquentent les églises à propos. Ce qui fait mal au corps médical et aux scientifiques d'ailleurs. Et donc, nous allons nous interroger aujourd'hui sur, en tout cas, ce qui est du CHU. Nous avons écouté, nous suivons, nous lisons les productions livresques de certains spécialistes dans le domaine qui ont fait des propositions. Et aujourd'hui, nous avons pensé inviter sur ce plateau le professeur Kouabon. Qui est-il? Pour ne pas vous répéter cela, c'est un professeur, c'est un écrivain chercheur, c'est un enseignant chercheur, je vais dire. Il est écrivain, il est essayiste. Ça se pose sur la place de Brazzaville parce que total, il a pas mal d'ouvrages actuellement. Il est cancérologue également, carriériste de ce domaine qui a eu à pratiquer surtout le CHU. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Pilas. Professeur, je vais dire, autant pour moi. Pareil. Merci. Alors, à côté, monsieur, en tout cas Constant Ebarapéa, qui est toujours avec vous, qui se donne le temps, la peine même à édifier l'opinion sur certaines questions de notre société. Il est politologue, comme vous le savez, mais en tout cas, je le reçois aujourd'hui en tant qu'anthropologue, parce qu'il enseigne anthropologie au niveau de la faculté. Et ces questions de santé sont liées aussi à l'anthropologie. C'est pourquoi sa présence. Bonjour, docteur Constant Ebarapéa. Bonjour, mon estimé frère, que j'appelle affectueusement le tsar, le temps moderne. Très heureux de partager le plateau avec mon aîné, le professeur Jean-Bernard Kouabon, que j'ai perdu de vue il y a un moment. Je suis très heureux de le retrouver et je profite donc de ce plateau pour lui présenter mes
sincère différence en tant qu'aîné dans la recherche et même dans la vie quotidienne. Et je terminerai pour dire mes salutations fraternelles et patriotiques aux Congolais qui nous suivent de partout. Alors, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Je venais de le dire, chers invités, professeurs, docteurs, c'est un souci permanent pour les Congolais, la santé. Partout dans le monde, d'ailleurs, les êtres humains, la santé a toujours été un problème. Le Congo, comme je l'ai dit, à travers tous les mandats que nous avons connus, pose la santé comme une urgence. Mais aujourd'hui, avoir ce système sanitaire, au-delà du discours politique, nous voyons plus la santé des Congolais, nous avons encore des sérieux problèmes. Et lorsque nous portons un regard sur le CHU, ce grand centre, à la différence des autres États, comme le Gabon, le Maroc, ainsi de suite, problème il y a. Alors, nous voyons les efforts fournis par les politiques, par le gouvernement, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous avons voulu faire parler un anthropologue, et surtout vous qui êtes de la matière. Mais on ne peut pas demander à Dieu de vous parler du paradis. Plutôt, je vais commencer par Constant Ibarapéa. Vous êtes observateur de la société. Alors, quelle lecture en tant que citoyen, en tant que patient temporel, je veux dire, puisque tous nous le sommes, quel constat faites-vous d'abord de notre système sanitaire? C'est dans le système de santé au Congo. Bien, merci beaucoup. Le souci, qui est le vôtre? Je dois d'abord vous dire que dans toutes les sociétés, la première préoccupation des individus, c'est d'abord de se soigner. C'est-à-dire vous avez mangé, s'abriter et se soigner. Aucun État au monde ne peut atteindre un niveau, ce que vous appelez le développement, sans pourtant améliorer les questions de santé. Parce que les questions de santé sont fondamentales. Vous l'avez dit que dans le discours des hommes politiques, on présente la santé comme une urgence. Une priorité. Comme une priorité. Mais aujourd'hui, lorsque vous observez le système sanitaire congolais, nous nous rendons tous dans les hôpitaux, j'y étais d'ailleurs au siège il n'y a pas longtemps, vous allez vous rendre compte que le système de santé aujourd'hui est le souffle-douleur. C'est le maillon faible. On ne peut pas aller au CHU, là vous allez voir, aller à 5 heures du matin au CHU, vous allez voir le spectacle désolant. Les gens avec les bidons pour aller chercher de l'eau. Nous sommes au CHU. Ne parlons même pas de l'ascenseur. Ne parlons même pas des conditions dans lesquelles les agents travaillent. Donc aujourd'hui, les questions de santé au Congo sont préoccupantes. On n'a pas, que ce soit à Brazzaville, que ce soit à Pointe-Noire, que ce soit au Wando, que ce soit à Ouesso, à Sibiti, les problèmes sont les mêmes. Donc les problèmes de santé n'ont pas bénéficié d'une attention particulière de ceux qui nous gouvernent, contrairement aux discours électoralistes qui nous produisent lorsqu'on est dans des conjonctures électorales. Merci beaucoup. Alors, professeur, j'ai écouté certains de vos collègues de la santé depuis toujours. J'ai écouté les patients. J'ai écouté pas mal de gens à propos. Moi-même, je suis un des patients. Du côté des médecins, souvent quelque chose revient. Ils nous disent, ce n'est pas l'élite qui manque dans ce domaine. Ce n'est pas des spécialistes qui manquent. Mais ce sont les structures bien construites, bien équipées qui nous manquent. Et en ce moment-là, on se dit, mais donc, on pouvait soigner le Congolais chez lui. Alors, pouvez-vous nous faire, c'est pas facile, mais en tout cas, l'état actuel de notre système. Est-ce que c'est possible en tant que spécialiste? Merci, M. Kinas. D'abord, je voudrais remercier M. Ibarra Constant pour les propos encomiastiques qu'il a tenus à mon endroit. Merci beaucoup. Vous savez, lorsque vous m'avez contacté, j'ai hésité à venir. Absolument. Je me dis, est-ce que je serai à ma place pour parler des problèmes de santé de mon pays? Mais je fais partie de l'élite de ce pays. Et il ne serait pas accepté que, faisant partie de l'élite, que je me dérobe à cet exercice. Absolument. Donc, je vous remercie de m'avoir associé à ce commerce et nous allons en parler. Je voudrais dire à mon jeune frère Baba Constant, non, les politiques se sont préoccupés des problèmes de santé. Beaucoup d'argent y a été mis, mais ça a été géré comment et par qui et pour quelle vision. Le problème est là, et celui-là. Il faut dire que l'hôpital du Congo est malade. Il n'y a pas que le CHU. Le monde de la santé a totalement changé. Hier, lorsque nous faisions la médecine, parce que j'ai commencé la médecine à la fin des années 70,
la médecine de nos papas, les Bourangoué, les Itoan Gaporo, les Osibu Dunyam, les Venandari, il n'y avait pas les nouveaux concepts. Aujourd'hui, il y a des nouveaux concepts. On parle de la médecine intégrative. On ne parlait pas de ça. On parlait de la médecine prédictive. Ça n'existait pas. La télémédecine. On parlait de la télémédecine. Ça n'existait pas. L'IA n'existait pas. Le big data n'existait pas. Donc il y a beaucoup de concepts nouveaux qui sont arrivés. Malheureusement, nous sommes restés arrimés à la médecine des années 60. Et le monde a changé. Même notre système de santé, il est déjoué, il est totalement dépassé. D'abord, je fais une confidence, je suis en train d'écrire le nouveau système de santé du Congo que je proposerai l'année prochaine. Donc, ce n'est pas seulement le CHU qui est malade, c'est l'hôpital du Congo qui est malade. En général. Et il y a des solutions à cela. Voilà. Nous nous attelons beaucoup aux solutions parce que tous les Congolais fréquentent ces hôpitaux. Ils savent, c'est ce qui nous a inspirés. Parce que lorsque le Congo traverse de tels moments, c'est nous qu'on appelle souvent, ils nous appellent. Et nous-mêmes, nous avons fait ces expériences. En tout cas, chers téléspectateurs, au-delà de tout, la vérité est que l'hôpital congolais ne rassure plus. J'ai pas envie de faire passer les interviews que nous avons réalisées avec les Congolais parce que c'est les mêmes choses qui reviennent. Il faut que les gens comprennent le sens de cette thématique que nous allons aborder et pourquoi ce plateau. Nous avons vu, prof, nous avons vu des boîtes de nuit nouvellement construites avec des ascenseurs par un individu. Boîte de nuit construite avec ascenseur. Un grand centre hospitalier comme le CHU qui a un budget de fonctionnement qui est l'unique que nous avons dans le pays sans ascenseur. Alors qu'ils vont là-bas, des gens amortis. Des gens soulèvent des cadavres même là, les mains. Moi, je l'ai vécu. Je vous dis, je l'ai vécu. 4e étage, 5e étage de nuit, soulève les cadavres, on transporte bien. Bref, parfois il n'y a même plus de latrines. Alors, donc, quand on voit le CHU, on a plus pitié parfois du CHU que du malade. Franchement, on a plus pitié du CHU, de l'état du CHU que du malade. Et on se dit, pourquoi y aller? Et on nous a dit, si vous voyez que les gens, les Congolais vont plus à l'église, mais parce qu'il y a des phobies, ils se disent, aller au CHU, c'est mourir. Nous devons tenir ce discours. Ne serait-ce qu'aller au niveau des urgences. Passer 10 minutes là, vous verrez jamais un parent qui arrive avec des fleurs pour recevoir le malade sortant. C'est souvent des gens allongés. C'est un problème. Et donc, nous apportons notre contribution. Alors, parlons droit du CHU. Qui doit donner la cadence? Alors, au regard de ce niveau défectueux du CHU, malgré votre violence, malgré vos efforts, malgré les diplômes, malgré tout, les expériences que vous avez, en tout cas, que faire de cet hôpital? Que faire de ce centre? Bon, je crois qu'il faut dépasser le cadre du CHU. Il faut aller vers ce que moi j'appelle depuis une quinzaine d'années un campus universitaire sanitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devrions non seulement avoir un CHU, mais sur la même aire, avoir la faculté de médecine. Est-ce que vous savez que la faculté de médecine est locataire au squat des locaux du CET? Je suis la troisième promotion de l'INSA. J'y suis entré en 1977. À l'INSA? À l'INSA, oui. Jusqu'à ce jour, les étudiants sont là-bas. Donc il faut commencer par construire la faculté de médecine. Dans un pays qui se veut moderne, il nous faut obligatoirement avoir une faculté de pharmacie. C'est vrai que les gens peuvent se dire, mais il n'y a peut-être pas la compétence. Mais quand Bouramoué a lancé l'INSA, il était seul. Avec Impana, avec Kaliba, avec le professeur Kenan de l'OMS, il a eu le courage de lancer cette école, qui a aujourd'hui formé de brillants médecins. Nombreux sont membres de la diaspora aujourd'hui. Oui. Une fois que vous avez lancé cette faculté de pharmacie, vous lancez la faculté de chirurgie dentaire. Vous savez qu'aujourd'hui, on a peu de dentistes. Ouais. Hier, ils venaient tous de l'Union soviétique. L'Union soviétique, le Cuba, un peu partout. A fermé, ça a éclaté. Donc, il vous faut créer une faculté de chirurgie dentaire. Quand vous avez construit ces 3 facultés, vous mettez en place votre CHU de 450-510. Mais à côté de ce CHU-là, vous créez un centre anti-cancéreux. Vous créez l'Institut de cardiologie.
vous créez l'Institut des pathologies neurovasculaires. Et vous n'arrêtez pas là, puisque vous avez la vision de construire un campus moderne, comme on le voit en Malaisie, on le voit ça. Vous créez les bâtiments administratifs, vous créez l'internat, comme ça vous avez une main-d'œuvre gratuite. Tous les jeunes en formation qui terminent la médecine en 7e année vivent à l'hôpital. Donc quand il y a moins de problèmes, ils sont tous là. Vous créez ce que moi j'appelle le RISDANA, c'est-à-dire prendre les 5 meilleurs de chaque spécialité, vous les mettez là. Vous logez les doyens, vous logez les directeurs du CHU, oui. Vous créez un complexe sportif, un centre commercial, vous mettez des banques, vous avez un campus moderne. Et ça, pour le faire, on peut le faire au niveau du CHU. Mais on va dire, mais comment on va faire puisqu'il y a des malades? Il faut faire le taux d'occupation. Voilà, évidemment, c'est la question que je vais poser. Hier, comment faire? J'ai commencé la médecine. Les milieux restreints. À 750 lits. Aujourd'hui, je crois que nous sommes peut-être à 550 lits. Le taux d'occupation est de moins de 30%. Donc on peut se dire, si quelque part on arrive à construire des écoles en 2-3 mois, je dis bon, on va se donner 2 ans pour construire un vrai campus universitaire. Donc on délocalise les malades du CHU et le bloc du CHU. On dit, nous avons des hôpitaux de base ici à Brazzaville. Il y a Makelekele, il y a Talangai, il y a Mfilou, il y a Mpissa, il y a Nkoumou. On met dans chaque hôpital une centaine de lits. Et on oriente tous les médecins, tous les paramédicaux dans ces hôpitaux-là. Maintenant, le personnel administratif, on le met en congé technique. C'est faisable, ça. Ah bon. Ceux qui sont à l'orée de la retraite, ils peuvent partir à la retraite. Mais non, ceux qui sont encore actifs, on peut dire, comme nous allons avoir des emplois nouveaux liés à l'IA, liés au big data, oui. liés à la génomique, liés à la protéomique, liés à la médecine prédictive, on envoie les gens en formation pendant les 2 années. Donc vous allez avoir des jeunes qui vont revenir ici avec une compétence avérée. Et vous avez votre campus universitaire moderne, où on fera la médecine moderne, on fera la chirurgie robotique, où on fera la cancérologie moderne, où on est heureux de travailler. Et ça, ce pays-là peut se le permettre. Je crois que si on se donne la volonté de le faire, on peut réussir à le faire. Mais ça, c'est ma proposition. Hein. Oui, c'est ça. Que les gens vont adopter. En tout cas, s'il m'avait été demandé de le faire, c'est ce que je ferais. Je suis même prêt, M. Okilas, à vous rédiger un projet. Comment faire, comment le dérouler, et en 2-3 ans, comment avoir une belle structure où les gens seraient heureux. Moi, je n'y serais peut-être plus. Mais les jeunes seront là, ils seront heureux. Vous voyez, moi, je suis malheureux. Quand Bouramou et ce savant nous lègue l'hôpital, franchement, on est heureux. On est heureux. Incroyable, hein? Et nous, on finit. Qu'est-ce que nous léguons aux jeunes? Rien. C'est même une misère intellectuelle qu'on lègue aux jeunes. Et tout le monde a baissé les bras. Mais il ne faut pas baisser les bras. Il faut se ressaisir. Se perdre de l'argent. Le président de la République veut faire de ce pays un grand pays. Absolument. Mais ce n'est pas lui de le faire, c'est à nous de le faire, M. Barra Konsompéa. C'est nous les cadres. Mais il se fait que malheureusement, parmi les cadres, il y a de plus en plus d'imposteurs qui n'ont aucune compétence. Mais tout le problème, c'est là, évidemment, tout le problème, c'est là, chers téléspectateurs, c'est l'hôpital, hein. On n'a rien à inventer. Tout le monde y va pour sa santé et tout le monde sait de quoi il s'agit. Alors, vous venez de suivre le développement du professeur. Le professeur est très technique. Il pense qu'il faut se faire de l'espace. Il faut adapter cet hôpital. Il faut adapter plutôt cet hôpital. Permettez-moi le mot adaptation. Sinon, il faut revoir la structure, apporter les nouvelles technologies là-dedans. Évidemment, quand vous étiez en train de le dire, j'ai comme fait une réminiscence. Ça nous manque. Et raison pour laquelle les gens vont se traiter même là, au Maroc. Parfois, on va à Abidjan. Alors, est-ce que c'est faisable? Oui, c'est faisable. Je partage partiellement ce que le professeur a dit, c'est-à-dire l'idée du professeur, la construction de cet hôpital dans la vision qu'il propose. Je suis totalement d'accord avec lui, je partage cela. Mais le professeur semble ignorer l'environnement. Le problème ici, c'est l'environnement. Je suis d'avis avec le professeur que le CHU n'existe pas. C'est pas le CHU, ça, c'est pas un CHU. C'est pas un CHU. Parce que l'hôpital, c'est pas le bâtiment. Lorsqu'on parle d'un hôpital, c'est pas le bâtiment. Continue. C'est tout un complexe. Il a dû l'appeler complexe universitaire. Ouais. C'est un complexe. Donc, vous avez, en dehors des bâtiments, vous avez les plateaux techniques, vous avez le personnel soignant, vous avez tout ça. C'est tout l'hôpital. Vous avez des instituts. Alors,
Le CHU actuel ne répond plus. Je suis d'accord. On a bricolé pour amener le CHU. On n'a pas pu. Mais quand on parle des Canadiens qui sont arrivés ici pour sauver le CHU, ça a donné quoi? On a englouti. J'ai vu, il y a un aîné qui était chef de service au CHU. Pendant que les Canadiens étaient là, professeur titulaire, je crois qu'il devait gagner autour de 800 900 000. Alors que les Canadiens étaient payés à coups de millions. Ah ouais. Pour quel travail effectué? Oui, nous avons bossé sur ce dossier. Donc, vous voyez que tant que nous n'allons pas respecter d'abord ce que nous avons ici, le problème du CHU, on a fait venir les Canadiens, on n'a pas pu. C'est vrai que la solution n'est pas là-bas, la solution est ici. C'est au niveau du montage, c'est au niveau de ceux qui décident. Le professeur a essayé de non, ben, c'est pas les gens politiques font ce qu'ils peuvent, ils mettent beaucoup d'argent. Mais à la fin, s'il n'y a pas de résultat, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes en démocratie, il y a ce qu'on appelle l'obligation de rendre compte de la politique publique. Qui engloutit cet argent? Est-ce qu'on a fait le bilan des Canadiens? Ils sont passés ici, ils sont venus pour sauver le CHU. Les accords, on ne sait même pas comment ça s'est produit. Ils sont partis, on a fait le bilan. Qu'est-ce qui s'est passé? Professeur, et ça peut nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec le professeur au tribunal. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? On ne nous a pas dit que les Canadiens sont venus, ils ont buté à tel problème. Voilà le cahier de charges qu'on avait soumis aux Canadiens. Ils sont partis, voici le résultat. Au CHU, moi je suis parti là-bas avec ma fille. Je ne vais pas vous raconter ce que j'ai vécu. J'aurais dû perdre ma fille. Parce que vous arrivez là, il y a délestage. J'arrive à 22h, il y a délestage. Il a fallu attendre autour de 2h du matin qu'on a commencé à prendre ma fille en charge. Donc je n'aurais pu perdre ma fille. Sur le CHU. Le CHU n'est plus un établissement public. Il faut le refaire, comme dit le professeur. Mais avec qui? Avec quel type d'homme? Qui va mener le projet? Est-ce que tu appelles l'environnement alors? Oui, c'est ça l'environnement, professeur. Qui va mener le projet? Les projets, c'est pas ceux qui ont manqué. Souvenez-vous, ouais. Le projet de l'université de Denis Sassou Nguesso. Moi, j'ai suivi le professeur Obenga, lui-même porteur de ce projet, qui dit qu'il ne croyait plus à cette affaire. Ouais. Il a dit que, bien sûr, il a dit publiquement qu'il ne croyait plus à l'affaire, parce que ce qu'il avait proposé, ce qu'on a présenté, ce n'est pas la même chose. Non, professeur, moi je pense qu'il faut mettre l'homme d'abord au cœur de cette affaire-là. Le problème du président de la République, c'est celui-là. Il nomme les individus par allégeance. Et lorsqu'on nomme par allégeance, on ne peut pas sanctionner parce qu'on nomme par allégeance. Il faut nommer comment alors? Il faut nommer par mérite. Comment on peut imaginer que le CHU qui est là, on a ce problème-là? Regardez même l'hôpital associé de Pointe-Noire. Ouais. Il y a des plaintes tout le temps qui on a sanctionné. Vous avez une morgue là-dedans à côté. Non, parce que nous sommes dans ce que j'appelle moi un cartel. Un cartel qui est patronné par une parentocratie. Vous nommez les individus en fonction des allégeances, des affinités. Comme vous regardez, c'est le même. Hein. Il est au CHU, il quitte le CHU, il va à l'hôpital de Yo, après l'hôpital de Yo, il va... Donc c'est comme si on a formé un carcan, il n'y a que ceux-là. Okay. Mais le résultat n'est pas là. Il ne faut pas blaguer avec les questions de santé. Aucun État ne peut se développer avec des individus malades. Mais on pense à les questions de santé dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, comme le professeur est en train de penser. Mais qui va mettre la tête de cette affaire-là? C'est ça le problème. Qui on va former? Et à côté de ce que le professeur a dit, je vais ajouter un autre élément. Que faisons-nous de notre médecine traditionnelle? Dans des États comme l'Afrique du Sud, de l'Ouest et l'Afrique du Sud, on a essayé de faire une combinaison. Parce que lorsque nous formons notre élite, nos médecins, nous les formons pour la plupart du temps sur la médecine occidentale. Mais les maladies à laquelle nous sommes confrontés ici ne sont pas forcément les mêmes maladies. Il y a des maladies, par exemple, si quelqu'un vous a, je ne sais pas le nom scientifique, le professeur peut nous aider avec ça, quelqu'un qui vous a fait le Mumbandi, par exemple, vous allez traiter ça au CHU comment? Mais l'ARD c'est quand même avancé là-dessus. Voilà, il faut donc associer dans la nouvelle technologie que propose le professeur Kwambon, avec les éléments qu'il a mis en évidence, il faut associer aussi la médecine, le côté traditionnel de le domaine de la recherche. Dans le domaine de la recherche. Et à partir de ce moment-là, il y a cette recherche endogène qui peut nous permettre de résoudre beaucoup de problèmes. D'ailleurs, lorsque vous lisez le programme du président Abdoulaye Wade, comment est-ce qu'on l'appelle? C'est le NEPAD, Nouveau Partenariat de Développement Économique. Il met l'accent sur la médecine traditionnelle, d'une nation particulière, pour résoudre des pandémies comme le sida, comme ceci. Il dit il faut associer... avec le Covid ici. Voilà, d'ailleurs, il faut associer la médecine traditionnelle. Or, lorsque les questions de santé sont pensées dans notre pays, et le professeur vient de nous donner l'exemple, vous voyez qu'on se situe sur l'angle qu'on pourrait qualifier occidental.
nous négligeons un peu ce côté-là. Donc il faut associer les deux. Mais dans tous les cas, je mets l'accent sur l'environnement. Il faut les hommes pour porter les projets. Mais pas les hommes viennent, qui utilisent les projets pour s'enrichir. Parce que dans ce pays, dès qu'il y a un projet, chacun se pose la question, qu'est-ce que je gagne derrière ce projet? Et malheureusement, c'est ça. Ici, quand je lis bien, j'ai pris le temps souvent d'écouter le professeur, permettez-moi, pour votre raison d'être, le choix n'a pas été un hasard parce que, si vous avez bonne mémoire, ces idées, vous les avez fait jaillir exactement quelque part. Et ça nous avait touchés. En fait, c'est un plaidoyer. C'est un plaidoyer, je ne me trompe pas, qui date. Vous le dites souvent, nous vous écoutons sciemment. C'est pourquoi nous avons voulu vous éventrer, permettez-moi le terme, pour comprendre. Vous parlez de l'environnement, mais oui, c'est un schéma que vous présentez qui n'a rien à voir avec le schéma politique. Parce que nous sommes aussi dans un environnement où le politique peut décider sur le schéma du système, c'est d'un nouveau système sanitaire sans consultation des spécialistes. Sinon, tel que vous venez de le dire ici, lorsqu'on voit nos hôpitaux, on voit l'état du CHU, on dit, mais de quel hôpital on parle au Congo? Est-ce qu'on fait recours aux spécialistes? Parce qu'il y a des gens qui ont étudié l'hôpital, l'organisation de l'hôpital, ainsi de suite. La gestion des hôpitaux. Mais est-ce qu'on fait recours? Et lorsque nous voyons les nouveaux centres, les nouveaux hôpitaux, tels que Kombo là-bas, à côté de la télé, mais vous n'avez pas la nouvelle technologie. Nous écoutons. Mais il y a aussi les ponts entiers là-bas qui sont inachevés. Voilà. Ne voyez pas ce qu'on vous a présenté comme bâtiment là. Voilà. Il y a des ponts entiers qui sont inachevés. Maintenant, oui, nous ne sommes pas pour la critique. Et ça, c'est équipé. Je vous en prie. De tels messages passent mal. Moi, j'aime faire des mises au point. Voilà. J'aimerais que l'opinion comprenne tout l'intérêt de ce débat. Parce qu'il n'est pas question toujours d'aller vers le dirigeant pour les consulter, pour dire non, il faut aller vers les sachants, c'est à eux de dire voilà ce que ça doit être, parce que je suis spécialiste dans le domaine. Hormis vous, je le dis devant tous les Congolais, j'ai consulté 3 professeurs. Et votre pensée, votre vision rime avec ce qu'ils ont dit. J'ai compris que c'est leur domaine de prédilection. Est-ce que la voix des spécialistes est écoutée dans ce pays? C'est là le problème. Et aussi dans ce pays, vous avez voleur des projets. Vous avez mis comme ça, il y a quelqu'un qui écoute, mais tiens, ce qu'il proposait bien, ça devait. Alors, professeur, il s'agit de notre santé, il s'agit de ma santé, sa santé, votre santé. Nous devons mener ce combat. Ce plaidoyer, moi j'appelle ça plaidoyer. Est-ce que vous l'avez par écrit? Est-ce que vous pensez faire une proposition quelque part? Sinon, pour ceux qui vous écoutent, c'est l'une des solutions. Voilà. Bien, alors je voudrais d'abord revenir sur ce qu'a dit Constant Ibara. Bon, ils sont vraiment nombreux. Constant Ibara Péa. Sur la médecine traditionnelle. Alors, je suis aujourd'hui le spécialiste de la cancérologie intégrative. Donc, il y a une partie de médecine traditionnelle que j'intègre à la cancérologie aujourd'hui. Bravo. Mais on a une difficulté, c'est que nous avons ici une bonne production végétale, mais si vous n'avez pas une pharmacie, une faculté de pharmacie, c'est très difficile de développer vos molécules. Une faculté. Il faut avoir une faculté de pharmacie. Oui. Sinon, vous allez faire comment? Je suis d'accord. Bon, voilà. Donc, c'est une des solutions. Je suis d'accord avec toi pour dire qu'il faut intégrer la médecine traditionnelle dans ce que nous faisons. Donc, il faut valider les process, hein, c'est pas compliqué. Là, il y a des charlatans, vous enlevez parce qu'il y a des grands thérapeutes qui nous aident, qui nous accompagnent énormément. Donc, ça se fait. Moi, je suis aujourd'hui le spécialiste de la cancérologie intégrative en Afrique noire. Donc, c'est moi qui fais ces cours à gauche, à droite. Je vais commencer certainement à Maringouabi, puisque il semblerait qu'on va quand même revenir à Maringouabi pour continuer à enseigner. Évidemment. Bon, il me semble, hein, je ne sais pas, parce qu'on a quand même été mis à la retraite de manière brutale, un peu abusive. L'élite. Mais je ne connais pas un pays où on met des professeurs titulaires comme ça à la retraite de manière brutale. Enfin, ça a été fait comme ça. Bref. Donc, c'est le cimetière de l'élite. Donc, la médecine traditionnelle, il faut l'intégrer. Il ne faut pas rouler les mécaniques qui disent que nous sommes les meilleurs. Non, non, non. On peut avoir des solutions de ce côté légalement. Il faut l'intégrer. Je suis ouvert à ça. Maintenant, la question d'homme, c'est le casting. Il y a un philosophe qui avait dit que dans ce pays, pour être installé quelque part, il faut obéir à un certain nombre de critères. Il les avait énumérés. Bon, je les ai plus en tête. Bon, est-ce que Barack Constant Péa répond à ces critères-là? J'en sais rien. Est-ce que Nkwama répond à ces critères? La réponse est non. Donc, mais au-delà de Nkwama, il y a d'autres compétences. Les hommes, on peut les trouver
On peut même en catimini dire comment est-ce que tu ne peux pas nous proposer des hommes et des femmes capables de piloter ce projet. Parce que toi, on ne veut pas de toi, on ne t'aime pas. Encore que je ne suis pas une femme pour être aimée. Hein. Ah oui, bon, voilà. Donc, je peux faire la proposition. En tout cas, ce dont je suis en train de parler, je l'ai écrit. Ah. J'ai le projet. Mais le projet, je l'ai écrit il y a même 5 ans déjà. Ah ben voilà. Maintenant, il faut l'actualiser. On peut nous dire, bon, est-ce qu'on peut mettre en place une équipe qui va être représentée avec mon jeune frère Raoul Ominga qui construit des écoles en 2-3 mois. J'en venais même, j'en venais. Hein? Vous dites, bon, Raoul, est-ce que avec Okilas et Barak Oson Péa, on peut mettre en place une équipe pour faire un vrai projet d'un vrai campus universitaire moderne? La réponse est oui. La réponse est oui. Mais il faut éviter de prendre des rigolos qui n'ont aucune compétence, qui viennent là, comme on m'a dit, ils ne sont... Et Barak Péa, que pour prendre de l'argent. Il y a l'affût du gars. Voilà. Ouais. Vous avez arrêté de travailler, vous n'avez rien fait pendant... Vous étiez là, on vous ramène quelque part, et puis au lieu de travailler, vous passez votre temps à voler. Bon, ça aussi, il faut arrêter avec ça. Il faut prendre des jeunes, des hommes, des femmes qui veulent mouiller le maillot pour sortir le système de notre santé de cette galère-là. Parce que notre système de santé est malade. Il faut le réinventer. Il faut avoir le courage de le réinventer. Il faut avoir honte de le dire. Il faut s'asseoir. Nous sommes des sachants, une vingtaine de personnes autour de la table. N'attendez pas sur l'OMS. Hein. L'OMS sont les hommes. Hein. Vous savez que les Américains sont sortis de l'OMS. Hein. Voilà. Donc, c'est nous. Ces hommes doivent venir de nous. Et on a les compétences dans ce pays pour le faire. Au niveau intramuros, comme au niveau extramuros, on a beaucoup de frères à l'étranger qui veulent venir donner un coup de main. Et créant des conditions pour que nous les acceptions, pour que nous les recevions. Il s'agit de ça. Mon frère conseiller Barak Péa. Voilà. Vous suivez, vous voyez bien que, chers téléspectateurs, surtout vous l'avez dit, nous avons la compétence à l'étranger. Je lis souvent un frère Goma, je ne le connais pas trop, un grand chirurgien qui fait la promotion de son travail. Et j'ai découvert d'autres à Londres, des Congolais, c'est révoltant. Suite à une grippe hivernale, je me retrouve en face d'un Congolais, à l'hôpital de Léucham. Et quand il m'explique, la première des choses, il dit, regardez comment sont les autres. Qu'est-ce que j'avais constaté? Il faut faire ce partage. Et c'est à lui, je me souviens, il me dit, tu vois la configuration du CHU. Est-ce que vous pouvez avoir de tels bâtiments pour des gens amortis? Il dit, le CHU ressemble à une vieille prison des criminels des États-Unis. C'est la première chose. Il dit, regardez bien la prison. C'est Obama qui avait foutu les gens là-bas à l'époque. Regardez cette prison. Et quand vous rentrez dans le CHU, vous avez des couloirs et vous avez des boxes. Là, on devait garder chaque prisonnier. Et il me rappelle quelque chose de fondamental. L'histoire du CHU. Il me dit, mais c'était l'hôpital général. C'est une invention de Descartes. C'était charmant pour moi. Il dit, mais cette notion rime avec la psychiatrie, je crois, quelque chose comme ça. Mais on gardait des fous. Il dit, mais c'est un établissement colonial. Tu vois, la configuration, c'est pas accueillant. Vous êtes là dans une salle, celui-là dans une salle comme dans un hôtel. Mais voici la configuration. Mais j'ai vu. Ça me ramène vers l'hôpital de notre jeune neveu qui est à Mongali. J'ai vu des cliniques comme ça. Et il dit, il faut casser le CHU. Il faut carrément casser. C'est là le problème, prof. Est-ce que on peut casser le CHU? Il faut reconstruire, selon les normes actuelles. La réponse est oui. Ah bon? Je ne serai pas le premier exemple. À Kinshasa, on a cassé Mamaye, mais on a refait. On a cassé Sendou, on a refait. À Libreville, on a cassé Jean Ebouré, on a refait. Allez voir Jean Ebouré à Libreville. Moi, j'enseigne à travers l'Afrique, dont je bouge énormément. Allez voir, on peut le faire. Mais si vous cassez, il faut que vous ayez de l'espace. Évidemment, c'est le problème. Parce que le terrain du CHU avec l'université part du service de psychiatrie en longeant les sapeurs-pompiers, en passant par les rails et en remontant du côté de l'école. Bien sûr. Ah bon? Eh bien, c'est ça le CHU. C'est ça le terrain du CHU à l'université. Les prédateurs ont pris une partie. On peut se faire violence. On peut dire, il y a des gens qui ont construit des maisons là. Oui. Il y a des habitations. Bien entendu. Est-ce qu'on ne peut pas exproprier l'État? Peut de manière autoritaire décider ça. Oui, c'est dit, nous avons besoin de cet espace-là parce qu'on veut construire un campus universitaire digne de son nom, moderne,
On vous exproprie et on vous indemnise. Mais vous indemnisez pourquoi? Ils ont occupé de manière indue l'espace de l'État. Mais on achète ce qui est bien de l'État. C'est un autre problème. Attendez, Okilas, attendez. C'est pas l'expropriation. Attendez, pourvu qu'on parle de souffrez, l'expropriation. messieurs. Oui. Souffrez, professeur. Des individus ont construit sur le domaine de l'État. Les biens de l'État sont inaliénables. Comment est-ce que l'État peut indemniser les gens qui ont construit de manière indue sur son terroir, surtout le côté, si on peut comprendre avec le OCH. Je connais le problème. Mais voilà, connaissez le problème, vous savez qui a pris et pourquoi. Le souci les gens ici, qui c'est achetaient des maisons à l'océan à l'époque, ils n'ont pas pris de manière... Non, j'ai dit de l'autre côté. Voilà. De l'autre côté. Voilà, de l'autre côté. Oui, voilà. On sait ce qui s'est passé. Oui, mais parce qu'on est ministre, on occupe l'espace de l'État. Le droit a été fait, j'ai vu comment ça s'est passé. Ah ben voilà. Ça, l'État peut se faire violence et dégager. Voilà. Mais revenons à ceux qui ont construit des maisons ici, qui ont acquis des terrains. On peut dire, bon, on va vous exproprier, on vous délocalise, on vous indemnise et vous construisez ailleurs. Et on rase tout. Oui, je suis d'accord. On rase tout et en 2 ans, on nous sort de terre un campus moderne. C'est-à-dire vous avez le complexe hospitalo-universitaire de Brazzaville, où vous avez les 3 facultés, vous avez le CHU, le centre anticancéreux. Vous gardez le centre de la drépanocytose, là où mon ami ira, parce qu'il est bien fait. Lui, on le laisse là. On garde Gangue-Edouard parce que ça fait partie des vestiges. On le laisse là. C'est jusque là-bas. Oui, bien sûr, Gangue-Edouard, oui. On laisse là. Le reste, on rase. On rase. Parce que moi, je ne sais pas pourquoi on casse une école. Gangue-Edouard, c'est une école qui a formé des hauts 4 pays là. On garde. Et le reste, on rase. On garde les sapeurs-pompiers parce que ça peut aussi nous aider. Bien sûr. Mais non, tout ce qui reste là. On rase. On rase. Et on construit un campus universitaire moderne. D'abord, ça dit que quand vous y êtes, vous n'avez même pas besoin de quitter les lieux parce que vous avez tout sur place. Vous avez tout, c'est un grand quartier. Alors, deuxième variante, on se dit, bon, on est frileux, on ne peut pas, mais il faut le construire ailleurs. Vous allez le construire où? Franchement. Le côté de Ngangalingolo, mais ceux qui habitent de manière comment faire pour y aller. Ah ouais. Vous allez construire où? Le côté de Guintélé, mais ceux qui habitent Ngangalingolo, comment ils vont faire pour y aller? Donc il faut trouver un endroit un peu au centre de Brazzaville pour l'installer. Mais le meilleur endroit, c'est le CHU. Parce que le CHU n'est plus adapté à la médecine moderne. Demain, tu ne pourras pas mettre des circuits de la chirurgie robotique dedans. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, quand vous allez dans des hôpitaux modernes, vous voyez ce qu'on appelle la pharmacie hospitalière. Ce n'est pas une pharmacie décalée. Non, elle est à l'intérieur de l'hôpital et les médicaments arrivent par un système de robotisation jusqu'au lit du malade. Il s'agit de ça. C'est ce qu'on voit même au tribunal Donc, si Paris. On ne s'arrive pas à la modernité, on va continuer à bricoler là, ce machin-là. On peut mettre autant de milliards qu'on veut, ça ne marchera pas. C'est Rangouti d'ailleurs. Voilà, ça ne marchera pas. Ça, c'est mon point de vue. Mais non, les gens ne sont pas obligés de m'écouter. Hein. Ah oui, non. Voilà, donc c'est ma proposition. Moi, je suis pour que le président demain nous fasse ce grand cadeau là. On dit, bon, on se fait violence, et on dégage, et on casse, et on fait quelque chose de très très bien, et qu'on va laisser aux enfants. Merci beaucoup. Alors, Constant, en passant, nous avons un monsieur congolais responsable qui s'est donné à construire, je veux même le signaler. Il a montré sa volonté, son patriotisme dans le domaine de l'éducation. Monsieur Etoka, qui est au pétrole, là, à la CNPC. Non, monsieur Ominga. Ominga, je vous en prie. Voilà, monsieur Ominga. Il est en train de construire. On lit la volonté. On lit son accompagnement à la volonté politique du chef de l'État. Et on avait toujours souhaité que l'argent du pétrole puisse financer le reste des secteurs, ce qu'il est en train de faire. Est-ce que ce monsieur peut répondre à cet appel? Nous le faisons sur la table ici. Bien. Je pense que s'il a fait avec les écoles primaires, le lycée, un peu partout, je ne vois pas pourquoi il le ferait avec, il ne ferait pas avec le CHU. Il peut le faire. En tout cas, lui aussi, il travaille sur les instructions de quelqu'un. Disons que n'allez pas vers M. Ominga. M. Ominga n'agit que sur les instructions du chef de l'État. Évidemment. Donc, adressez-vous au président de la République, qui est le patron d'Ominga, qui lui donne les instructions. Mais ça fait partie de ses responsabilités en tant que chef. Oui. Je ne sais pas, la dernière fois que le président a visité le CHU, qu'il essaie de faire une visite surprise là-bas.
Peut-être qu'après cette émission... J'espère qu'après cette émission, qu'il essaie de faire une visite surprise. Parce que généralement, quand on sait qu'il arrive, on essaie de badigeonner, on met de la peinture, on met de ceci, et puis quand il arrive, il s'arrête, il regarde. Mais qu'il essaie de faire une visite surprise, il va comprendre la nécessité de casser et de détruire ce CHU. Donc, le professeur l'a dit, il est peut-être juridiquement, constitutionnellement en train de réaliser son dernier mandat. Alors, il peut laisser ça comme un cadeau. Encore que je reste sceptique. Pourquoi je reste sceptique? Parce que vous regardez les hôpitaux, l'hôpital des armées qu'on a commencé à construire, ça fait peut-être, on va aller vers plus de 10 ans que ça est là. C'est resté pratiquement en état d'abandon. Bien. Faire le CHU en 2 ans, 3 ans, comme propose le professeur, c'est possible. Avec Ominga, il peut le faire. Mais c'est une question de volonté qu'on mettra dans le projet. Et je pense que le président doit saisir cette occasion parce que le CHU n'existe plus. Il a englouti assez de milliards. Et l'argent qu'on a mis dans le CHU, ça pourrait nous permettre de construire un autre hôpital de référence. C'est-à-dire, quand je dis de référence, c'est-à-dire de référence mondiale par rapport aux autres hôpitaux que nous trouvons en Afrique et puis ailleurs. Donc, la nécessité est là. Il faut casser. C'est au chef de l'État, il revient au chef de l'État de le faire, de donner des instructions à Ominga, puisque je ne pense pas qu'on ait construit le CG de la liberté ou bien de l'Angola libre sans son consentement. Bon, là, on était dans une conjoncture électorale qui arrivait. Maintenant, comme l'élection, c'est dans 5 ans, peut-être qu'il faut attendre 5 ans, puisque les élections, on va chercher à faire pour attirer la sympathie des Congolais. Mais sinon, la nécessité est là. Qu'il essaie un peu de regarder cet appel que nous lançons pour que le CHU soit réhabilité. Oui, les idées du professeur sont nobles. Oui, mais nous citons ce monsieur Ominga, nous le citons à dessein parce que c'est l'un des exemples. On n'est pas toujours obligé de se concentrer sur des noyaux habituels. Ils ont aussi des charges, le gouvernement a des charges. Mais Ominga est là. Il n'y a pas de charge plus que la santé de ses citoyens. C'est ce que je te dis. Voilà. Ominga s'est démarqué. Il faut le dire. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Quand on a vu, on ne doute pas, il s'est démarqué. Parce que même dans le domaine du pétrole, il n'est pas le premier. Mais au moins, avec lui, on a compris que le pétrole est en train de financer. Et on souhaite même qu'un jour qu'il finance le domaine de l'agriculture. C'est comme vous l'avez dit, c'est avec la bénédiction du chef de l'État. Mais le chef de l'État écoute. Et son souci, c'est toujours voir l'éclosion de ce secteur de la santé. Maintenant qu'il y a de tels maillons, alors que nous avons connu des municipalisations ici, c'était le moment. La municipalisation ne s'est pas concentrée trop sur cette question. Il y a un maillon pareil, moi je pense que... Non, il y a eu les années de la santé consacrées. Hein. Mais c'est ce que je dis. On a fait le bilan. Voilà. Parce que les années de la santé, qu'est-ce qu'on a fait? Voilà. C'est ça le problème. Voilà, moi, je suis réaliste. Voilà. Nous émettons, ça c'est sûr, mon frère. Oui. C'est sûr de tous. Mais au moins aujourd'hui, on a vu quelqu'un qui n'est pas ministre. Je ne fais pas l'apologie des gens. Mais au moins qui s'est déterminé, qui travaille, on se dit, pourquoi lui pas les autres? Est-ce que Ominga n'avait pas besoin de voler de l'argent? Est-ce que Ominga n'a pas d'autres besoins? Est-ce que Ominga, ce qu'il fait, c'est de la magie? Il le fait. Mais pourquoi ne pas le responsabiliser, par exemple? Vous voyez, lorsqu'on dit comme ça, quelqu'un sortira, non, c'est mon domaine de prédilection, c'est à moi de faire. Mais au moins qu'on donne à quelqu'un qui pense les Congolais. Nous avons vu sur les artères, je crois, les avenues des chars, d'autres avenues, Ominga est en train de planter. Mais nous étions dans un environnement où arrive la journée où le président invite les Congolais à planter. Les gens vont planter dans des savanes. Et on revient, on oublie ces arbres. Alors que Brazzaville crame sur le soleil. Mais vous avez des artères aujourd'hui, si vous prêtez attention, ça germe déjà. On pose la question, c'est lui. Moi, je pense qu'il faut donner la charge à ce monsieur. Alors, professeur, petit à petit, moi, je reviens d'abord à Constant et Barapéa. Alors, pour revenir sur cette question, est-ce que connaissons bien notre environnement, comme tu aimes parler de l'environnement politique, les politiques et les gouvernements, en écoutant bien ce plaidoyer d'un spécialiste, peuvent vraiment répondre. Franchement, il faut le dire comme ça. Parce que nous avons tendance à négliger les produits du savoir chez nous. Il faut que ça vienne parfois des politiques. Il faut que ça vienne de quelque part. Mais quand quelqu'un de ce domaine, c'est son domaine à lui, se soucie de ce même domaine, lorsque le coiffeur va se soucier de ses cheveux, il faut dire qu'il a senti la chose. Est-ce qu'on peut répondre? J'insiste sur ça pour une raison. Oui, mais normalement, il devait répondre. Il faut écouter les sachants. La société se construit par les meilleurs et avec les meilleurs. Il faut écouter les sachants. Donc, si on veut avancer, si on veut changer,
L'échec du CHU est là. L'échec du système sanitaire est là. Ce n'est plus à discuter ou à débattre. Mais écoutez tous ceux-là qui ont écrit sur la question, qui ont réfléchi sur la question. Et puis, vous essayez de mettre en pratique ce qu'on a demandé. Le professeur n'est pas à son premier ouvrage sur les questions de santé. Il a écrit sur le Covid-19. Après, je crois que ça rencontre avec... il doit avoir un ouvrage que... je crois qu'il est... Donc, il fait des propositions de domaine depuis. Tant que nous n'allons pas écouter la science, tant que la science ne sera pas mise au service du développement dans ce pays, tant qu'il n'y aura pas symbiose entre les politiques de développement et la recherche scientifique, on peut mobiliser autant de milliards que vous voulez, les systèmes de santé, les systèmes éducatifs, les systèmes de développement resteront à terre. D'ailleurs, on a fait des municipalisations accélérées. On n'a pas associé les sachants, les chercheurs. Vous avez écouté les politiciens. Résultat de course, dans un département de moins de peut-être d'1 million d'habitants ou moins d'1 million d'habitants, vous engloutir 300 milliards ou 500 milliards sans aucun résultat. Parce qu'on ne respecte pas les sachants, on n'a pas tenu compte des études de faisabilité et du retour sur investissement. Donc, il faudrait que les politiques apprennent à écouter. Or, aujourd'hui, les politiques prennent les universités pour des concurrents. Ah oui. C'est ça le problème fondamental numéro 1. Ce sont nos concurrents. On va voir derrière les idées proposées par le professeur Kwambon ici, d'un appel de pied ou bien d'un plaidoyer pro domo. C'est-à-dire, il est en train de poser son problème pour occuper peut-être le poste ministériel. Mais c'est ça le raisonnement. Lorsque vous raisonnez en ces termes... Mais je ne mets aucun critère. Malheureusement, professeur, mais oui, mais c'est vous qui le pensez. Les autres pensent que vous pouvez être un concurrent farouche. Qu'est-ce qu'ils cherchent, par exemple? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Voilà. Est-ce que derrière, il n'y a pas ceci? Et c'est comme ça qu'on tue les projets, on tue le savoir. On évoquait ça en off ici avec les amis. Vous voyez l'université Marangwabi. Comment voulez-vous développer un État lorsque le berceau de production du savoir scientifique est marginalisé, malaxé par ici, par là? Quel est le budget qui est réservé au ministère de la Recherche scientifique? Quels sont les frais de recherche qu'on attribue à un universitaire? Les frais de recherche, si on vous donne 200 000, 300 000, frais de recherche, pour produire quoi? Un professeur titulaire, combien on lui donne comme les frais de recherche? Donc, il faut qu'il y ait une symbiose. Qu'il y ait la symbiose entre l'université, les salaires qui ne sont pas payés. Le professeur a évoqué les frais qui sont à l'étranger, qui peuvent venir servir. Mais on a eu cette expérience avec un certain Mbongo William, qui a fait venir... Ça peut faire l'objet d'une très très grande émission. Mais voilà, qui a fait venir les médecins ici. Ils ont fait le tour, ils sont partis au Wando, et puis ils sont repartis, ils ne sont plus jamais revenus. Parce à cette question, qui est là la prise en charge? Comment est-ce que vous allez faire? Donc, j'invite les politiques à tenir quand même compte, ou de prendre quand même en considération ce qu'on a proposé, d'étudier, écouter si c'est d'abord mieux, et de regarder la faisabilité. Faute de quoi, nous allons patauger comme ça pendant 5 ans, 10 ans, il y a chaque année, il y a du budget pour le CHU. Hein? Absolument. Chaque année, il y a du budget pour le CHU, donc c'est une source d'enrichissement pour certains. Bon. Oui. Moi, je fais mienne toutes les observations formulées par Ebara Peya, mais nous sommes face à un problème sociologique. Mais oui, c'est ça. Nos mots viennent de la capitulation des élites de ce pays. Un pays qui n'a plus d'élite est un pays à la dérive. Ce sont les élites qui disent attention, stop, là ce n'est pas bon, voilà. Faisons ceci. Là c'est bon, continuons. Or aujourd'hui, il y a comme une démission des élites. Nombreux d'entre nous qui relèvent ces élites ont même peur de formuler des propositions parce qu'ils se disent on va peut-être les arrêter, ils vont peut-être se retrouver à la CID, ils vont peut-être se retrouver... Mais nous ne sommes pas dans une dictature. Donc on peut parler dans ce pays. On peut parler. Je crois que tant que les élites seront dominées par les imposteurs, parce qu'il y en a beaucoup, la masse critique des imposteurs est telle que... Très élevée. Cette masse a broyé les élites. Et les élites, dans leur misère sociale, ont été déshumanisées, vont maintenant dans des cabinets ministériels. Exactement. Pour devenir des conseillers, pour avoir un petit bout de manioc et manger. Et comme on dit en Italie, comme la COP. Mais si on ne se ressaisit pas, mais on a beau faire,
on sera tout écrasé. Mais la kakistocratie est née de ça. Les incompétents, les imposteurs, les nuls ont pris le pouvoir et dominent totalement les compétences. Il s'agit de ça. Mais il faut avoir le courage d'y revenir. Le conseil qu'on fait à l'hôpital, on le fait à l'université. Monsieur Conseil Barabéa, nous sommes tous deux universitaires. Est-ce que tu sais que si on met en place une agence pour contrôler nos curricula, peut-être que les 3 quarts seront dehors. Pas difficile, hein? Parce qu'on va dire, mais oui, mais toi, tu es arrivé là comment? Tu ne peux pas ne pas avoir eu un baccalauréat, tu n'as jamais été à la faculté, et tu vas faire un doctorat. Tu as fait comment? Comment tu as fait? Tu as été à une faculté, tu as eu le bac, tu as été en licence, tu as fait un master, tu es allé faire un doctorat. On connaît tes collègues. Mais tu n'as connu personne, tu as eu pour avoir un bac. On ne sait pas comment tu as fait. Brutalement, tu as maintenant un doctorat. Mais pourquoi faire? Voilà. Et aujourd'hui, excusez-moi, c'est comme si tout le monde veut devenir docteur. Oui, la tendance. Mais docteur, pourquoi faire? Même avec l'IA demain, on n'aura même plus besoin de docteur. Donc, le problème, c'est le problème de l'élite. Il faut que l'élite prenne ses responsabilités. Un pays qui n'a plus d'élite est un pays qui n'est plus gouverné. Or, le politique a besoin de l'élite. Mais pourquoi le politique n'a pas d'élite? Parce que l'élite a démissionné. Vous voyez? Combien y a-t-il des barapéas capables de dire ce que tu es en train de dire? Il n'y en a pas beaucoup. Combien y a-t-il donc capables de faire des propositions comme ça? On n'éclaire plus la société. Moi, j'ai des problèmes dans ce pays, hein, pour revenir aux Canadiens. Quand j'ai mené la lutte aux côtés des syndicalistes contre les Canadiens, parce qu'ils avaient un projet qui ne me paraissait pas aller dans le sens de vendre l'hôpital, mais ça m'a valu ce que ça m'a valu. Mais quand j'ai mené ce combat-là, quels sont les médecins qui m'ont accompagné? Il n'y a personne. Hein. Tout le monde a capitulé. Donc je suis resté seul avec les syndicalistes. Je suis même resté en contradiction profonde, pour ne pas dire flagrante, avec un frère. Bon, avec lui, on se charme aujourd'hui, demain on fait la paix. Tout le monde le connaît. Bon, donc, les Canadiens sont partis. Pourtant, vous vous battez pour l'intérêt commun. Non, les Canadiens sont partis, encore que c'est un monsieur Briand. Les Canadiens sont partis. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? A-t-on fait le bilan? Hein? Qui va faire le bilan? A-t-on fait le bilan? Bon, si vous ne faites un bon casting, si vous ne mettez pas les bonnes personnes aux meilleurs endroits, on va tomber dans le travers. Pour revenir à ce qu'on peut faire très rapidement. Oui, c'est faisable. Ce frère que vous avez encensé sur le plateau, encore que moi je fais toute l'économie des éloges. Moi aussi, hein. Moi je ne sais pas chanter. Moi je ne sais pas chanter. Nous on le fait parce que les gens pensent que, je vous en prie, les gens pensent que quand vous n'avez pas salué l'œuvre, vous êtes contre. Mais on se dit quand c'est bon, on le dit. Quand c'est pas bon, on le dit aussi. Il m'est arrivé de le dire. Hein. Je dis, je suis très critique. Mais quand quelqu'un fait des bonnes choses, je ne vois que la bonne chose. Peu importe les aspérités, mais les bonnes choses sont là. Mais avec ce frère-là, comme vous l'avez dit, il y a moyen de travailler. Ah oui. Il y a moyen de travailler. Et nous sommes disposés à mettre en place toute une équipe pour réfléchir sur ce problème-là. Ah oui. Comment on fait, avec qui on fait, où allons-nous et comment faire. On peut le faire. Merci beaucoup, prof. En tout cas, contactez M. Kwambon, je ne fais pas déjà, mais en tout cas, il va de la santé des Congolais. Au moins, ouvrir des travaux avec vous pour comprendre le fond. Et d'autres peuvent venir avec leurs propositions. Il y a quelqu'un qui m'a rappelé ces derniers temps, le docteur Néborine, qui comparait le malade aujourd'hui, qui fait un constat sur le malade, qui est devenu le client à l'hôpital. Évidemment, ça m'est revenu au monde débattu. Effectivement, partout où vous allez, le malade est devenu le client. Donc c'est comme si d'abord, il n'y a pas un bon système sanitaire, mais il est quand même client parce qu'il doit débourser. Il y a aussi donc le côté... je crois professionnel, hein, un peu ce que nous rencontrons devant dans ces hôpitaux, disons. C'est pourquoi on pense qu'il faut vraiment reformer. Alors, mais il faut réécrire le système de santé de ce pays, c'est pas difficile. Il y a des hommes qui sont là qui peuvent le faire, mais il faut les appeler, tout simplement. Il ne faut pas les ostraciser. Ne mettez pas de côté les intelligences supérieures. Faisons l'effort d'arrêter momentanément de travailler des cancres, excusez-moi du mot, pour ne pas être vulgaire. Comme on dit en lingala, bozo bato bana makoki ba yebi bana bongo parce que na mosala. Hein? Maintenant bambendre ba yebi rien, on peut tirer de côté. Mais c'est comme ça. Bon, mais c'est comme ça, le problème c'est là, d'où professeur, d'où docteur,
Nous appelons toujours, que ce soit sur ce micro partout, le mariage, la symbiose entre le décideur et l'élite. Ailleurs, nous voyons à l'Iran. L'Iran tient tête pourquoi? Il a pris le temps de penser son système. Il a mis le paquet dans la formation. Exactement. Tous ces pays arabes. Aujourd'hui, vous voyez bien la place qu'occupe la NASA. C'est la haute intelligentsia américaine. Mais vous voyez bien que chez les autres, même l'Élysée, aussitôt une petite production littéraire, vous en avez déjà dans l'Élysée. On me dit qu'il y a même une grande librairie là-bas. Ça lit, ça fouille, ça échange. Comment, par exemple, on peut être gérer le domaine de l'agriculture sans avoir des spécialistes dans ce cabinet? Gérer la pêche sans avoir des spécialistes. Gérer l'économie sans avoir des grands économistes, ainsi de suite. Vous portez un regard, c'est des militants. Ça, on le dit. Mais quand le président appelle au développement, mais c'est avec qui? Mais c'est pas avec Romy, que quand même moi je suis journaliste. J'irai pas, attendez, vous n'allez pas me voir dans un domaine qui n'est pas le mien. Je pense que c'est tout le problème aussi. Donc vous voyez que c'est une question, en tout cas merci professeur, vous aurez le dernier mot, c'est une question qui préoccupe les Congolais. Après cette émission, je vous mets au défi, vous écouterez les retours que nous aurons. Parce que c'est une préoccupation. Mais nous sommes là pour notre pays. Voilà. On ne peut pas se dérober. Avec Constant, Barapéa, on ne peut pas se dérober. Nous sommes là pour aider notre pays. Absolument. Au-delà des hommes et des femmes, nous sommes avant tout des patriotes, nous sommes des Congolais. Parce que si je tombe malade ce soir, je fais un infarctus, il va falloir m'amener quelque part. Vous m'amener où? Mais c'est là toute la peur. Mais voilà. Si vous m'amenez dans un endroit où il n'y a pas de plan technique, je vais mourir alors que on aurait pu me sauver peut-être quelque part. Donc il s'agit de ça. Donc battons-nous pour construire notre pays. Vous voyez, j'aime bien écouter un jeune, on l'appelle influenceur gabonais. Il est très jeune. Voilà, tout est à refaire. Tout est à refaire. Il dit tout est à refaire. Mais il y a des choses à refaire. C'est un petit philosophe. Hein. Vous avez parlé de l'agriculture. Voilà. Bon. Mais nous sommes un pays immensément riche sur le plan de la terre. Mais on tâtonne. Les conditions climatiques. Est-ce qu'en dehors de l'INSAF, on ne peut pas créer, par exemple, une école moyenne d'agriculture? Voilà. C'est faisable. C'est faisable. Vous voyez, nous sommes un pays producteur de pétrole. Est-ce que, quelque part, on peut pas créer une grande université rien que du pétrole? Béga le dit. Pourquoi ne pas le faire? C'est faisable, ça. Il faut mettre en place des hommes et des femmes. Ça, parce que quand un médecin, tu vas réfléchir aux problèmes d'agriculture. D'ailleurs, je suis devenu un petit agriculteur chez moi, à mes heures perdues à la maison. J'apprends. Donc, on peut tout faire. Il ne faut pas avoir peur. Voilà. Il faut être courageux. Il faut être audacieux. Et puis, il faut être visionnaire. Un homme qui n'a pas de vision est un homme qui est appelé à mourir comme un être simple, comme un simplé, comme un homme ordinaire. Il ne faut pas quitter la terre des hommes sans avoir laissé quelque chose. Vous voyez, moi je suis professeur de médecine. Des fois, on m'avait dit un professeur écrit des livres. Et moi j'écris des livres. Ouais. Bon, maintenant, je suis écrivain, je me dirais peut-être pas. Ben oui, peut-être que je suis griffonneur. Ben oui, je griffonne. Mais il ne faut pas avoir peur de le faire. Il faut le faire. Merci beaucoup. Une minute, Romy. Oui, rapidement. Alors, une minute. Je suis inquiet pour ce pays. C'est pourquoi j'accepte toujours les invitations lorsqu'on m'appelle. Il faudrait que l'élite se réveille, que les politiques se réveillent. Nous sommes sur la voie de l'haïtisation à Haïti. C'est la gestion des chevaliers père et fils, commencée dans les années 70, avec certaines légèretés qu'on a laissé passer, comme nous voyons aujourd'hui. On a commencé par tuer l'école. On a commencé par tuer le système de santé. Les gens pensaient que c'était normal, que c'était passager, ça devait passer, non, on va se rattraper. Aujourd'hui, regardez là où se trouve Haïti. Nous sommes sur cette voie. J'aurais même pu évoquer le Nicaragua. Lorsque dans un pays, 90% du système éducatif est contrôlé par les privés. Ah oui. Lorsque le système de santé est contrôlé par les privés, dans un État comme le nôtre, il faut faire très attention. Nous sommes sur une pente très savonneuse. Un État Nous sommes sur une pente très savonneuse. Personne ne résistera. Il faut faire très attention. Ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Nous sommes sur la voie de l'Haïti. Ok. Donc c'est ce que je voulais dire. Je lance cet appel-là aux politiques, surtout aux élites, de se réveiller. Parce que c'est l'universitaire qui guide la société. Lorsque la société guide les universitaires, il y a un problème. Réveillons-nous. On est passé à l'école pour ça. Il faudrait bien que le politique... Il faudrait que le politique soit à l'écoute. Il faut que le politique facilite l'universitaire ou l'élite. Qu'il soit à l'écoute des élites. Donc le mariage s'impose. On est sur une pente très savonneuse. Voilà. Peut-être que je serai plus là dans 10, 15, 20 ans, mais... Voilà, merci. Ceux qui viendront après, il faut faire très attention. Non,
Je peux te faire un scoop. Si tu arrives à vivre au-delà de 2035, tu auras la forte chance de vivre plus de 150 ans. Ah, d'accord. Parce que le monde de la médecine a tellement évolué. Le Big Data et l'IA ont permis des avancées telles que on peut demain tout réparer. Mais on peut même rajeunir de 50 ans si on veut. Raison pour laquelle et moi, je dis, je suis en train de négocier pour vivre au-delà de 200 ans. Donc, parce qu'on va utiliser ces substances-là demain et qui sont déjà là. Le seul problème, c'est que si on commence à les distribuer, mais on ne va plus mourir. Il va se poser un problème anthropologique. Non, il faut attendre au moins 10 ans. Il faut attendre. Un problème anthropologique. Parce qu'il n'y aura pas assez à manger. Donc, on va dire que bon, je dois manger Barapéa. Là, vous pensez comme Bill Gates. Donc, fais l'effort de vivre encore 10 ans. Je crois que tu pourras vivre au-delà de 150 ans. Mais avec ces mots, chers téléspectateurs, vous comprenez qu'il y a urgence de révolutionner, en tout cas de moderniser notre médecine. Parce que nous devons tirer les bienfaits de ces médecines, de ces inventions, malheureusement. Comme nous avons dit au début, c'est comme une médecine des féticheurs, où on ne sait pas si on sera traité ou pas, on est toujours dans les incertitudes. Mais pour chuter, en tout cas, s'il y a un appel à lancer, c'est que ça fait beaucoup de soucis chez nous, on l'a constaté. L'impression que ça donne, c'est que le politique est en défi contre l'intellectuel. Le politique ne permet pas l'éclosion du savoir. Nous prenons le temps de l'examiner. Vous nommez un politique, c'est lui qui doit le faire. Vous le nommez à l'industrie, c'est lui l'industriel. Vous le nommez à la pêche, c'est lui le pêcheur. Alors qu'il y a des spécialistes. Nous le disons non pas pour exclure les politiques, mais c'est pour rappeler leur mission. Normalement, l'élite serait à leur service pour éclairer ce pays. Nous avons trop tâtonné. Mais nous voyons le premier développement, comment ça s'est passé. Au temps de Massamba Débat, on lit l'histoire, mais c'est un tel qui avait fait ça, un tel qui avait fait ça. Pourquoi pas aujourd'hui? Et enfin, qu'est-ce que nous faisons de ces professeurs, de ces docteurs? Qu'est-ce que nous en faisons? Après avoir dépensé beaucoup d'argent pour leur formation. Merci en tout cas, professeur Kwambon. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, d'avoir participé à ce plateau. Merci, le docteur Constant Barapéa. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'était un regard que nous aurions eu à porter sur notre système sanitaire, avec focus sur le CHU, surtout mettre à nu ce plaidoyer, cette proposition qui, j'ai la certitude, va susciter l'intérêt du politique pour qu'enfin nous puissions avoir un modèle, mais ce n'est pas les modèles qui manquent. Nous attendrons donc un appel quelque part. Au revoir, je vous vois la prochaine fois. Merci.